Et voilà. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire offert par À la découverte de l'univers. Donc, si vous ne connaissez pas, je vois qu'il y en a quand même plusieurs ici qui sont nouveaux, nouvelles dans le petit sondage en cours. Merci beaucoup de répondre. Donc, moi, c'est Julie Bolduc-Duval, je suis la directrice du programme À la découverte de l'univers. C'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui pour le webinaire. Juste pour que vous sachiez un peu comment que ça fonctionne, notre webinaire est enregistré, mais en fait, donc vous pourrez y revenir. Vous avez des collègues qui n'ont pas pu le voir, vous pourrez le réécouter. Mais tout ce que vous écrivez dans la conversation ne sera pas partagé. Donc, soyez bien à l'aise de poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là pour y répondre. Et d'ailleurs, je vais aller prendre les questions au fur et à mesure. Ça me fait vraiment plaisir. Je commence à être habituée de présenter tout en regardant un œil sur le chat, sur la conversation. Et si vous écoutez l'enregistrement, merci aussi d'être là. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter parce que moi, c'est vraiment ça mon travail, dans le fond, de vous aider dans votre travail d'enseignement et d'enseignement des sciences, plus particulièrement de l'astronomie. Donc, merci, je vais fermer le sondage, là, mais c'est intéressant pour moi de voir, personne encore m'a vu en personne ici. On en donne des fois, mais évidemment, ça fait quand même un petit bout qu'on en a fait. Et on a quand même 44 des personnes en ligne présentement qui sont nouveaux et nouvelles, alors bienvenue à vous. OK, alors, comment ça fonctionne dans le fond, le webinaire? Vous allez avoir accès à l'enregistrement, comme je mentionnais, et aussi au PowerPoint. Donc, vous n'avez pas à tout prendre en note. Je vais vous l'envoyer, là, tous ceux qui sont inscrits, vous allez l'avoir. Puis par la suite, dans un petit peu, il va arriver dans nos archives aussi sur notre site web. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça fait quand même longtemps que j'ai fait un webinaire, hein, comme ça en direct. Ça va à l'automne 2019. Il y en a plusieurs ici qui avaient participé à Astro à la maison. Donc, c'est un programme qu'on a fait pour les jeunes durant les fermetures d'école, dès que la pandémie de la COVID a frappé. Voilà, je suis de retour avec vous, les enseignants ou animateurs ou toute personne qui travaille dans l'éducation de l'astronomie. Je devrais peut-être avancer ça. OK, alors, si vous êtes nouveau, justement, c'est quoi à la découverte de l'univers? Et là, j'imagine que tout fonctionne bien. Là, si jamais je me parle à moi-même, vous ne m'entendez pas, faites-moi signe, mais je pense que ça fonctionne. À la découverte de l'univers, notre but, c'est vraiment d'aider les enseignants. Et quand j'ai enseignant, là, pour moi, c'est vraiment un terme très large. Enseignant, enseignante, toute personne qui travaille dans le milieu de l'éducation, des fois, ça peut être l'éducation informelle ou dans les musées, centres de sciences, groupes de jeunes, scouts, peu importe, en vous fournissant des ressources et des formations en astronomie. Ce qu'on fait, c'est gratuit et c'est en ligne depuis plusieurs années. Même avant la pandémie, on faisait ça en ligne. Évidemment, on était bien équipés là, pour continuer avec la pandémie, justement, mais on fait la grande majorité de nos formations sont en ligne. Parfois, on en fait en personne, mais c'est plus rare. Et c'est un programme qui est offert par des astrophysiciens partout au Canada. Donc, l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto est le principal supporteur depuis 2016. Et aussi, on est offert par la Société canadienne d'astronomie qui regroupe les astrophysiciens d'un bout à l'autre du pays, ainsi que le Centre de recherche en astrophysique du Québec. On est un programme pan-canadien, on le fait dans les deux langues, mais comme je voyais, par les noms, mais aussi par certains, il y a des noms que je reconnais, je sais que vous êtes à l'extérieur du Canada, et aussi ceux qui ont répondu dans la conversation en vous présentant. Je sais qu'on en a qui viennent de l'extérieur du Canada. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous. Donc, peu importe dans la francophonie ou même du côté anglophone aussi, là, si les gens veulent utiliser nos ressources, ça nous fait plaisir. Nos prochaines formations, je vais juste vous le mentionner rapidement. Donc, sur notre site web, vous pouvez déjà vous inscrire si vous êtes intéressé. Le 13 octobre, on va avoir un webinaire sur Mars. Donc, aujourd'hui, je vous parle un petit peu de Mars, mais moins en détail. C'est une planète fascinante, justement. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de recherches. On est intrigué un peu sur le passé de Mars, est-ce qu'il y a déjà eu de la vie, ainsi de suite. Donc, ça, on va en parler le 13 octobre. Et on a une formation d'une durée de 3 semaines, justement. En fait, c'est sur 3 semaines, évidemment, ce n'est pas à temps plein. C'est vraiment pour pousser plus loin. Et celle qui s'en vient du 9 au 27 novembre, c'est notre niveau 1, donc plus au niveau primaire. Malgré que c'est des concepts qui peuvent, moi j'ai enseigné l'astronomie au niveau cégep, au niveau collège, et on l'utilisait aussi donc comme constellation, le système Terre-Lune-Soleil, donc phase de la Lune, éclipse, système solaire un peu, de la Terre à l'infini. Bref, là, un peu pour avoir une idée de base en astronomie. Donc, si vous êtes débutant, que ça vous tente d'en apprendre plus, c'est une formation, je crois, qui pourrait vous plaire. C'est gratuit et en ligne. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du système solaire. On a déjà fait quelques formations sur le système solaire avec différents emphases, mais là, j'essaie d'y aller plus large. Vraiment enseigner le système solaire. Évidemment, c'est souvent quand on parle d'astronomie, c'est un peu la première chose qu'on enseigne.
Mais je me rends compte que souvent, ça va dans les mêmes idées. Là. Souvent, l'idée de faire une recherche, là, chaque groupe d'élèves fait une recherche sur une planète, par exemple. C'est un peu standard, on le voit beaucoup. C'est pas mauvais, mais il y a beaucoup d'autres idées et je vais vous en parler aujourd'hui, justement. Alors, encore une fois, pour ceux qui sont en direct, si vous avez des questions au fur et à mesure, je ne vous gênez pas dans la conversation. Vous devriez avoir le menu, si je me souviens, c'est en bas. Je pense que la plupart des gens commencent à être habitués à utiliser Zoom, mais dans le menu en bas ou en haut. Non, je pense que c'est en bas pour vous. Et vous avez la conversation ou converser, vous pouvez écrire là. Donc, le système solaire, c'est quoi? Dans le fond, le système solaire est composé de tout ce qui est lié au Soleil par la force gravitationnelle. Donc, dans le fond, tout ce qui est en orbite autour du Soleil. Et je tiens à mentionner que c'est beaucoup plus que juste les planètes. Souvent, on enseigne le système solaire comme étant Soleil plus planète. Et c'est sûr que les planètes, ce sont les plus gros objets en orbite autour du Soleil, mais c'est un peu réducteur comme façon d'enseigner. Et ça rend les choses un peu mêlantes. En particulier, par exemple, je le remarque avec Pluton, qui n'est maintenant plus considéré une des 8 planètes, qui est une planète naine. J'ai déjà eu des jeunes, quand je vais en classe, quand je fais des visites, qui me disent, bien, Pluton, pourquoi elle ne fait plus partie du système solaire? Parce que pour eux, ce n'est pas une planète, ça ne fait plus partie du système solaire, parce qu'ils ont tellement intégré la notion que le système solaire est égal à Soleil plus planète, que là, plus une planète, c'est plus là. Donc, c'est pas vrai que c'est juste ça. Il y a beaucoup d'autres objets, dont des très intéressants que je vais vous parler justement aujourd'hui. Le système solaire, c'est tout, vraiment tout le système qui est autour du Soleil. Le Soleil qui est l'objet le plus massif, évidemment, dans le système solaire, et tout tourne autour de lui. Et il y a des planètes naines, il y a des lunes, des astéroïdes, des comètes. On va parler un peu de tout ça. Mais pour montrer un peu justement toute la diversité des objets, puis montrer qu'il y a plus que juste les 8 planètes, il y a une activité que j'aime beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu là, si vous avez suivi des formations. Ça s'appelle Classifier le système solaire. Encore une fois, hein, le lien qui est là, je vais vous le remettre. Vous l'aurez dans le PowerPoint là, tantôt, en fait, ou en tout cas très bientôt, soit demain. Je vais envoyer un courriel à toutes les personnes inscrites avec le lien vers l'enregistrement et le PowerPoint. Donc, vous allez avoir le lien. Et dans cette activité-là, avec la description, et vous avez 28 cartes d'objets du système solaire avec des informations dessus. Une image, des fois, les plus belles images qu'on a, ce n'est pas très beau, hein, comme celle-là que vous voyez à l'écran. Dans le fond, c'est un objet très, très loin dans le système solaire. On ne voit pas grand-chose parce que c'est très, très loin. Donc, ça nous donne la grandeur de l'objet, le diamètre, la distance du Soleil. Et si vous n'êtes pas familier, là, ici, ça dit UA. Ça, c'est pour unité astronomique. C'est juste une unité qu'on utilise dans le système solaire. Par définition, la Terre est à une unité astronomique du Soleil. Donc, Saturne, qui est à peu près à 10 unités astronomiques, dans le fond, est 10 fois plus loin du Soleil que nous, on l'est. Donc, c'est une unité qu'on utilise dans le système solaire. Donc, c'est comme facile un peu de voir à quelle distance ils sont. On a la composition et autour de quoi l'objet est en orbite, autour de quoi ici. Et là, ce qu'on demande aux élèves, c'est de classifier, de faire des catégories. Et là, il faut qu'ils essaient un peu de reculer puis de se dire, je ne connais rien sur ces objets-là, parce que tout de suite, ils vont vouloir mettre toutes les planètes ensemble, parce que ça, c'est celles qu'ils connaissent. Mais le but, ce n'est pas nécessairement de les faire, les catégories comme on les connaît, mais plutôt de voir comment on pourrait catégoriser là. Ça, les scientifiques, quand ils découvrent des nouveaux objets, dans le fond, ça ne dit pas dessus, je suis une comète, je suis un astéroïde. C'est des catégories qu'on a inventées basées sur des ressemblances qu'on voyait entre ces objets-là. Donc, c'est très intéressant de faire cette activité-là. J'ai fait avec les plus petits, qui vont des fois les catégoriser par couleur, c'est pas grave, ou avec des plus vieux, avec des adultes aussi. Et c'est toujours intéressant parce qu'en premier, on découvre justement plusieurs objets inconnus. Et juste ça, c'est très, très riche aussi de découvrir qu'il y a beaucoup plus d'objets que ce qu'on pensait au départ dans le système solaire. Alors, une belle activité. S'il y en a d'entre vous qui l'avez déjà essayé, si vous voulez juste l'écrire dans la conversation, c'est intéressant de voir là, si vous l'avez déjà fait. Donc, vous allez avoir le lien justement pour cette activité-là. Et cet automne, ce que je vous recommande fortement, c'est d'observer les planètes dans le ciel. Une autre activité à faire, c'est un bel automne pour observer les 4 planètes les plus brillantes. On a Jupiter, Saturne, Mars et Vénus. Je vous montre comment les observer. C'est sûr que ça ne se fait pas en classe, c'est le soir. Donc, vous pouvez inviter vos élèves à prêter attention, à lever les yeux. Peut-être qu'ils vont les voir facilement, surtout Jupiter de ce temps-ci est très brillant, puis Mars dans quelques semaines aussi. Et c'est bien certain aussi, ça dépend d'où vous êtes. Si vous êtes dans un centre-ville d'une grande ville, bien peut-être que vous n'avez pas accès, il y a trop de bâtisses, vous ne voyez pas très bien. Mais tout dépendant, ou peut-être, comme c'est quelque chose aussi qui peut se faire sur plusieurs semaines,
bien, de le dire aux élèves puis de leur rappeler de lever les yeux, peut-être qu'ils vont finir par la voir, même si ce n'est pas le soir même que vous en parlez. Alors, pour vous donner une idée, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont vu Jupiter et Saturne, en fait, visibles depuis le début de l'été, et ça continue cet automne, donc vers le sud, dès le coucher du soleil. Si vous les avez vus, n'hésitez pas à interagir dans la conversation. Je sais, pour vous, c'est peut-être tannant quand je dis ça à chaque fois, mais pour moi, ça montre que vous suivez. Donc, si vous commencez à enseigner en ligne, vous savez sûrement que c'est fun d'avoir une interaction. Donc, n'hésitez pas à écrire dans la conversation si vous les avez vus. Jupiter, justement, est très brillante. C'est la première comme étoile, enfin, le premier point de lumière qui apparaît vers le sud de ce temps-ci après le coucher du soleil. Saturne est à côté, un peu à gauche, moins brillante, mais tout de même assez brillante pour dire qu'on la remarque très, très bien par rapport au fond du ciel, là, les autres étoiles. Là. Donc, l'image que je vous montre ici, vous voyez, on regarde vers le sud, c'est le ciel du début septembre, donc la semaine prochaine, dans les prochaines semaines, vers 20h15, on voit très bien Jupiter et Saturne. Et elles vont être visibles comme ça là, toute l'automne. On va les perdre là, au mois de novembre, ça va être plus difficile, puis on va les perdre après. Mais elles sont quand même au sud, là, pas très, très haut dans le ciel, donc tout dépendant de votre horizon. Mais Jupiter, entre autres, se remarque très facilement là, dès que le soleil se couche. Là. Oh, super. Merci beaucoup, Michel, du commentaire. Donc, depuis, vous avez suivi les formations, vous levez les yeux vers le ciel. C'est une phrase que je répète souvent. Hein, j'aime ça, inciter les gens à lever les yeux parce qu'il y a des choses qu'on peut voir facilement et si on ne connaît pas ça, dans le fond, on ne pense pas à lever les yeux. On peut en avoir des très intéressantes. Super, vous parlez de l'application sur votre cellulaire. J'en parle dans une minute aussi. Je reviens là-dessus. Mars, on va avoir Mars aussi. Bien, présentement, elle se lève vers 21h30, donc c'est peut-être un peu tard pour les jeunes, mais pour vous, peut-être vous l'avez remarqué aussi, vers l'est. Et dans quelques semaines, là, elle va être visible dès le coucher du soleil. Elle est très brillante et elle s'en va vers son maximum de brillance là, vers le 13 octobre. Elle va être très brillante aussi. Elle a une teinte orangée. Donc, à l'œil, on voit, là, souvent les planètes vont moins scintiller. À l'œil, c'est une lumière qui est plus comme stable. Et Mars, on la remarque vraiment avec une teinte orangée aussi. Et le 13 octobre, dans le fond, ça, j'en parle. C'est pour ça qu'on fait un webinaire sur Mars aussi plus tard. Ben, en fait, c'est la même date exactement, ça la donne en français. Mais Mars va être en opposition avec ce qu'on avait dit, Mars en opposition, dans le fond, c'est qu'elle est du côté opposé au Soleil, de notre perspective. Ça veut dire que les deux planètes se retrouvent du même côté du Soleil et à ce moment-là, la distance entre la Terre et Mars est la moins grande. Donc, nous, on la voit bien toute la nuit, très brillante et c'est le meilleur moment pour l'observer. Donc, ça, c'est un alignement qui revient aux 26 mois. Donc, cet automne, c'est le temps d'observer Mars. Après ça, ça va être dans 2 ans et un peu plus encore pour bien l'observer. Et oui, effectivement, là, je vois un commentaire. Ce que je vous parle ici, c'est sans télescope. Hein. Si vous avez un télescope ou des jumelles, c'est sûr, vous pouvez les pointer. Entre autres, Jupiter, moi, avec mes jumelles, je peux voir, j'ai des jumelles ordinaires, là, des 10 par 50, 10 x 50, mais aux jumelles, on peut voir quand même le disque de la planète, des petites lunes autour. Hein. C'est 4 lunes principales, mais vous n'avez pas besoin de ça. C'est à l'œil, ce que je vous parle ici. Donc, c'est vraiment des points, on les voit comme des points de lumière, mais c'est intéressant de pouvoir les identifier. Ce que je vous montre ici, Mars, c'est pour le soir du 3 septembre. Bien, on commence par le 3 septembre. On voit Mars à l'est, il est 22 heures. Excusez, j'essaie de vous montrer en premier, puis après ça, je vais passer à l'animation. Et on a la Lune pas très loin. Donc, je parle d'une petite animation que j'ai faite dans le programme Stellarium. Je vous en parle dans une minute. Donc, on commence à 22 heures. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'augmente en bonds d'une journée. Donc, regardez comment la Lune se déplace, les bonds d'une journée. Et je vais revenir au 5, justement, parce que le soir du 5 septembre, c'est peut-être une belle soirée, justement, pour dire à vos élèves, regardez ce soir-là. Je ne veux pas regarder. Bon, ça va être un samedi, mais peu importe, peut-être qu'on en parler là, la veille, parce que Mars va être juste à côté de la Lune dans le ciel, donc ça serait quand même une belle soirée. C'est sûr, par contre, ça va être plus tard, c'est à 22 heures, donc peut-être plus pour vous que pour vos élèves. Mais quand même intéressant, c'est ça, de Mars. Puis là, je voulais vous montrer en même temps les bonds que la Lune fait de soir en soir, donc on peut voir quand ça se déplace aussi. C'est intéressant. Donc, ce que ça va donner, ça, c'est que rendu à la mi-octobre, vers 20 heures, hein, on va avoir, vous regardez ici le sud, on va avoir Saturne et Jupiter plus vers l'ouest, mais le sud-ouest, et Mars plus au sud-est. Donc, on va avoir les trois en même temps pendant quelques semaines. Ça va être comme ça, là, à partir de la mi-octobre, vers 20 heures. C'est toujours un peu trouver le bon moment où il fait noir, mais c'est pas trop tard pour les jeunes. Mais justement, à l'automne, le soleil se couche de plus en plus tôt et c'est plus facile. Alors, quelque chose à regarder cet automne.
Et si vous êtes des lève-tôt, avant le lever du soleil, regardez à l'est, vous allez voir Vénus. Donc, Vénus qui est ici à l'est, ça c'est encore une fois au début septembre. Elle va être visible pas mal toute l'automne. Oui. Non, on la perd plus tard un petit peu, mais en tout cas, au début de l'automne, on va la voir. Et ça, justement, c'est vers 5 heures. Vénus est de loin le point le plus brillant dans le ciel, là, après la Lune et le Soleil. Là. En fait, Sirius, ici, que c'est surtout des étoiles qu'on voit en hiver, en soirée. Là, à ce temps-ci de l'année, sont très tôt le matin. Mais Sirius, c'est l'étoile la plus brillante dans notre ciel nocturne, alors que Vénus la dépasse de beaucoup en luminosité. Ce n'est pas évident ici avec l'image, mais Vénus serait le point le plus brillant. Vous verriez à l'est le matin, vers 5 heures. Si vous êtes des lève-tôt, voilà, vous pouvez regarder. Donc, justement, on parlait d'applications ou de programmes pour voir, identifier les objets dans le ciel. Les images que je viens de vous montrer, je les ai faites avec le logiciel Stellarium, qui est génial. Je pense qu'il y en a plusieurs ici d'entre vous qui connaissez probablement Stellarium parce que c'est un logiciel dont je parle depuis plusieurs années et qui est très, très, en fait, pas juste moi, mais on est plusieurs à l'utiliser en éducation aussi, c'est très bien fait. Vous avez la version web qui n'a besoin d'aucune installation. C'est directement sur la page web. C'est en anglais seulement, mais c'est quand même pratique peut-être en classe, pas besoin de rien installer, c'est intéressant. Moi, j'utilise la version qu'on peut télécharger et installer sur notre ordinateur, qui est disponible en plusieurs langues, dont le français. Tout ça, c'est gratuit, dans le fond. Vous pouvez le faire de façon gratuite. Si vous voulez avoir l'application pour votre appareil mobile, celle-là est quelques dollars. Je ne me souviens pas exactement, mais ce n'est pas très dispendieux. Et ce qui est intéressant pour la version mobile, c'est que vous pouvez prendre votre cellulaire et pointer dans le ciel, dans la direction pour laquelle vous regardez, et ça va vous montrer cette partie-là du ciel. À cause de tous les détecteurs, dans le fond, votre cellulaire sait où vous êtes, dans quelle direction vous pointez. Bien, à ce moment-là, elle peut vous identifier justement les étoiles, les constellations que vous regardez. Donc, c'est quand même intéressant. Je vais vous montrer un lien à la fin bon, Astro à la maison, j'en ai parlé rapidement tantôt, hein, c'est les sessions qu'on a fait au mois de mars, avril, mai, durant les fermetures d'école. À tous les jours, on avait des présentations pour les jeunes et on en avait quelques-unes où j'ai utilisé Stellarium. Donc, j'ai montré comment utiliser Stellarium. Je vais vous donner un lien à la fin. Et c'est aussi un outil dont je parle dans la formation pour les enseignants qui va s'en venir au mois de novembre. Donc, je vous encourage fortement, là, si je reviens juste ici pour terminer, à observer, je vous encourage à observer les planètes cet automne. C'est un bel automne pour ça. Ça ne sera pas le cas toute l'année. Si on va là, après les fêtes en janvier, on va perdre Jupiter, Saturne à partir du mois de novembre, Vénus aussi. Il va rester Mars, mais Mars va devenir de moins en moins brillante au fil des mois après ça. Puis là, ça va attendre au mois de juillet prochain avant de revoir Saturne et Jupiter. Donc, profitez-en cet automne pour vous en premier, pour partager avec vos élèves, évidemment. Donc, le système solaire, on va regarder un peu les différents types d'objets qu'il y a dans le système solaire. Et ça, ce qui est intéressant maintenant, je n'ai pas mis d'infos sur ça, mais c'est qu'on découvre d'autres systèmes comme ça, d'autres systèmes planétaires, hein, soleil, solaire. On en découvre d'autres systèmes autour de d'autres étoiles. Et ce n'est pas nécessairement comme le nôtre. Il y a des planètes différentes là, qui ne rentrent pas vraiment dans les planètes comme on voit ici. Des planètes, nous, on a des planètes comme terrestres, rocheuses, proches du Soleil, puis les gazeuses sont plus éloignées. Il y a des systèmes, c'est l'inverse, ou en tout cas, on voit des gazeuses très près du Soleil ou de l'étoile. Mais ça, je n'irai pas dans ça parce qu'il y a trop de choses dont je pourrais vous parler. Mais notre système solaire, dans le fond, il est composé d'une étoile, qui est notre Soleil. 8 planètes, la catégorie maintenant inclut 8 objets. Des planètes naines. Là, j'ai mis 5 parce que il y en a 5 catégorisées officiellement, mais il y en a probablement beaucoup plus. J'explique ça dans quelques minutes. Des centaines de satellites naturels qu'on appelle des lunes, des millions ou des milliards de petits corps, donc tout ce qu'on appelle astéroïdes, comètes, objets transneptuniens, c'est peut-être un nouveau mot, je vous l'explique aussi dans quelques minutes, et d'innombrables petits débris qu'on appelle des météoroïdes, comme la poussière, dans le fond, des grains de sable un peu là, dans l'espace, en orbite autour du Soleil. En passant, un météoroïde, dans l'espace, comme ça s'appelle, si jamais il tombe dans notre atmosphère, on appelle ça un météore ou une étoile filante. Et quand ça tombe au sol, c'est météorite. Si la roche est assez grosse pour survivre et tomber au sol, on appelle ça météorite. Donc, c'est 3 mots qui se ressemblent, mais qui veulent dire et qui peuvent représenter le même objet, mais tout dépendant où ils sont un peu, où ils sont en train de tomber sur la Terre ou pas.
Donc, le Soleil, évidemment, c'est au centre du système solaire. C'est une étoile. Je n'irai pas dans toutes les caractéristiques des étoiles, mais en gros, les étoiles que vous voyez le soir, la nuit, ce sont des soleils, ou le Soleil est une étoile. C'est le même type d'objet. Quelque chose pour les tout petits qui est intéressant, c'est de penser qu'une étoile, ça n'a pas la forme d'une étoile avec des pics. On les voit comme ça dans le ciel. Des fois, ça scintille, on dirait qu'il y a des pics, mais en réalité, c'est des sphères. C'est des énormes boules de gaz tellement chaudes, en fait, parce qu'il y a des réactions là, spéciales là, de fusion nucléaire qui se passent au centre, mais en gros, c'est une grosse boule de gaz qui brille d'elle-même, donc qui émet sa propre chaleur, sa propre lumière. Et ça, c'est notre Soleil ici, une image fausse couleur du Soleil, mais on voit qu'il y a comme beaucoup d'action. Ce n'est pas une boule de feu, c'est un gaz, un plasma très chaud qui émet beaucoup de la chaleur et de la lumière. Et juste pour vous donner une idée de la grosseur du Soleil, j'ai mis un point bleu à peu près. Probablement que la Terre serait même plus petite que ça, mais ça représente un peu la grosseur de la Terre à côté du Soleil. Comme je l'ai mentionné tantôt, hein, vous allez avoir le PowerPoint. Vous pourrez réutiliser tout ce que vous voulez en classe, de modifier. Je mets toujours les crédits et très souvent le lien aussi où j'ai pris l'image, donc vous pouvez fouiller plus si vous voulez. Mais vraiment, c'est à vous après, réutiliser ce que vous voulez en classe là, ou non, peu importe, mais c'est là pour vous. Donc, on a le Soleil au centre. Les plus gros objets qui sont sphériques aussi, mais en orbite autour du Soleil, sont les 8 planètes. On en trouve principalement 2 types. Dans le fond, il y a des petites planètes terrestres ou rocheuses, hein, les 4 plus près du Soleil qu'on voit ici, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Ensuite, on a les planètes géantes, en particulier Jupiter et Saturne, qui sont quand même beaucoup plus grandes que Uranus et Neptune. Et on les appelle des géantes gazeuses parce qu'ils n'ont pas de surface solide. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est vraiment du gaz. Probablement que dans très, très creux, dans le fond, il y a peut-être un centre rocheux, en particulier Uranus et Neptune, qui ont beaucoup de glace aussi. Des fois, on entend des géantes glacées au lieu de géantes gazeuses, mais ce qu'on voit, c'est quand même du gaz. Fait que je n'irai pas trop en détail ici sur ça. Mais même si ce sont ce qu'on appelle des planètes, vous voyez qu'il y en a des types différents. Ce n'est pas toute la même chose. Et ce qu'on découvre maintenant, justement, quand on parle d'exoplanètes, des planètes ailleurs, autour de d'autres étoiles, ailleurs que dans notre système solaire, il y a beaucoup d'objets qui semblent être entre, disons, la Terre et Uranus-Neptune. Et là, on ne sait pas trop ce que c'est des grosses planètes rocheuses, des petites planètes gazeuses, c'est vraiment ou des mondes liquides, des mondes d'eau. C'est fascinant de penser aux possibilités qu'il y a ailleurs, mais voici ce qu'on a ici dans notre système solaire. L'image qu'on a là n'est pas tout à fait à l'échelle. Ils ont quand même respecté dans le sens que Jupiter et Saturne sont beaucoup plus grosses que la Terre, mais le ratio n'est pas complètement correct. Mais quand même, là, on va revenir à ça, là, les échelles de grandeur un peu plus loin. Et je vois une question d'Alexandre ici. Mes élèves me demandent souvent ce qui arriverait si une fusée ou une sonde essayait de traverser une planète gazeuse. C'est une très bonne question et en fait, on l'a déjà fait. Il y a 2 sondes. Moi, je me trompe, j'en connais au moins 2 qui se sont écrasées. Donc, la sonde Galileo qui est rentrée dans Jupiter il y a quand même plusieurs années et la sonde Cassini qui s'est écrasée dans Saturne en 2017. Et en fait, bon, éventuellement, on a perdu le signal parce qu'il arrivait très vite. Puis, c'est comme quand les sondes rentrent dans notre atmosphère, hein, ça chauffe beaucoup, fait qu'ils n'étaient pas faits pour, il n'y avait pas de bouclier thermique, disons, fait qu'ils sont finis par se désintégrer. Mais disons que notre fusée était faite pour passer à travers cette chaleur-là, mais éventuellement, elle se ferait écraser. Parce que même si c'est gazeux, dans le fond, plus qu'on va vers le centre, la densité devient très, très forte et la matière devient un peu différente. On dit qu'à l'intérieur de Jupiter et Saturne, on parle d'hydrogène métallique. C'est comme si le gaz devient tellement comprimé que ça peut devenir un peu comme solide. Fait que c'est pas, oui, il y a probablement un centre solide, peut-être une roche au centre, mais même si c'est de l'hydrogène autour, là, la pression change, la forme de la matière va changer aussi. Donc, on ne pourrait pas faire de bord en bord sans problème. Ça nous écraserait. Ça nous écraserait là, à rentrer dedans. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce que c'est bizarre à imaginer qu'on ne peut pas aller sur Jupiter et cogner notre pied à la surface comme on le fait à la surface de la Terre. On rentre dedans. Finalement, c'est ça. Ça me fait plaisir. Si on continue avec les planètes naines, puis là, on va parler rapidement de Pluton aussi, hein, mais encore une fois, Pluton, j'avais fait une présentation Astro à la maison sur Pluton aussi. Donc, si vous voulez voir un peu les détails de pourquoi Pluton n'est plus une planète. Mais en gros, en fait, les planètes naines, ce sont des petits objets sphériques en orbite autour du Soleil. Donc, ça tourne autour du Soleil encore.
Et ça fait partie soit de la ceinture d'astéroïdes ou de la ceinture de Kuiper. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la ceinture de Kuiper, donc je vais vous expliquer c'est quoi. Mais en gros, imaginez-la comme une deuxième ceinture d'astéroïdes très, très loin dans le système solaire. Donc, ce sont des endroits où ce n'est pas juste une planète qui domine son orbite. Dans le fond, il y a plein de petits objets qui ont à peu près la même orbite autour du Soleil. Pluton a été le premier objet, dans le fond, découvert dans la ceinture de Kuiper, mais depuis ce temps-là, on en a découvert beaucoup d'autres, dont Eris. Celle-ci, c'est un dessin d'artiste. Les autres, c'est des photos. Et vous pouvez voir aussi à côté de la Terre. Donc, c'est quand même des très petits objets. Hein. Pluton est plus petit que notre Lune. Mais Eris, là, qu'on a découvert en, si je me souviens bien, 2003, on s'est rendu compte qu'elle était probablement de la même grandeur que Pluton, ou en tout cas similaire. Et là, ça a un peu amené le débat, est-ce qu'on l'appelle la 10e planète? Et finalement, on a décidé que tout ce qui était situé, dans le fond, dans la ceinture d'astéroïdes ou ceinture de Kuiper, on ne les appellerait pas des planètes, ce seraient des planètes naines. Mais pour être une planète naine, il faut que ça soit sphérique. Présentement, il y en a 5 qui rentrent dans cette définition-là, cette catégorie-là. Eris, Cérès, Pluton, qu'on voit ici. Il y a aussi Oméa et Makemake. Mais il pourrait en avoir beaucoup plus d'autres parce que la plupart sont très, très loin dans le système solaire. On a découvert des centaines d'objets qui pourraient peut-être être des planètes naines, mais on ne sait pas encore s'ils sont sphériques. Parce qu'ils sont tellement loin, c'est très difficile de les observer. Et pour l'instant, on voit juste un point. On ne sait pas vraiment leur grosseur, s'ils sont sphériques. Et à ce moment-là, ça ne peut pas être catégorisé planète naine tant qu'on ne sait pas si c'est rond. Mais tout ça, cette saga-là de pourquoi on a changé la classification, dans le fond, c'est intéressant. Ça ne change rien à Pluton, d'ailleurs, je vais vous en reparler un peu plus loin. Mais c'est très intéressant pour voir un peu comment la science évolue. Nos connaissances ont changé. Dans le fond, on a découvert des nouvelles choses qui venaient un peu contredire nos définitions du départ, fait qu'on a eu besoin d'adapter. Et d'ailleurs, Cérès, quand cet objet-là a été découvert en 1801, a au départ été appelé planète. Ensuite, en fait, même principe que Pluton. Au début, on l'a appelée une planète. Ensuite, on s'est rendu compte qu'elle était dans un endroit où il y avait plein d'autres objets. Dans le fond, on les a appelés les astéroïdes. C'est là qu'on a découvert la ceinture d'astéroïdes. Et finalement, maintenant, donc Pluton, Cérès est parti de planète à astéroïde, puis maintenant planète naine parce qu'elle est sphérique. C'est le seul astéroïde, dans le fond, dans la ceinture d'astéroïdes qui est sphérique. Donc maintenant, il a le statut de planète naine. Alors voilà, les choses évoluent. Il y a 200 ans, c'était Cérès et maintenant, c'est Pluton. Justement, parlant de la ceinture de Kuiper, comme je l'ai expliqué, dans le fond, c'est une région au-delà de l'orbite de Neptune avec plusieurs petits objets, donc la grosseur de Pluton ou plus petit. Comme je l'ai dit, des fois, c'est plus simple de l'imaginer comme une deuxième ceinture d'astéroïdes, mais plus vaste, dans le fond, puis formée d'objets glacés. Ce n'est pas nécessairement des roches comme on imagine les astéroïdes. Et tout ça, des fois, on les appelle les objets transneptuniens, justement, les objets plus loin que Neptune. Il y a beaucoup de glace dans ces objets-là, de la glace d'eau, mais aussi de la glace d'azote, de méthane. Et c'est ça, il y a plein d'objets glacés, dans le fond, très, très loin dans le système solaire. Et ce qui forme soit les objets transneptuniens ou justement les objets de la ceinture de Kuiper. Pour vous donner une idée, ici, l'image, ça, c'est l'orbite de Neptune, ici. Là. Et là, on a plusieurs. Donc, Pluton, c'est représenté par ce point-là. Je sais parce que si je suis allée voir la vidéo, c'est une image prise de la vidéo. Vous irez la voir. Ça montre quand on a découvert ces objets-là par année. Dans le fond, avec les points apparaissent au fur et à mesure, dans le fond, qu'on les a découverts dans les années. Ça, c'est Eris ici. Donc, la grosseur représente là, que c'est à peu près la même grosseur que Pluton, peut-être même un peu plus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très nouveau. Donc, souvent, les manuels scolaires n'ont pas eu le temps de s'adapter. C'est dans les 20 dernières années là, que tout ça s'est passé à peu près. Pluton, en fait, a changé son statut en 2006. Ça fait déjà 14 ans. Mais comme moi, j'ai grandi en disant que Pluton était une planète. Mais toutes ces connaissances-là, comment ça a évolué, là, la ceinture de Kuiper, là, ça a vraiment commencé au début fin des années 90, début 2000, qu'on a découvert tous ces objets-là. Donc, c'est la science assez récente là, qui évolue encore, on en découvre encore de plus en plus. Alors, voilà, je trouve que c'est une région du système solaire dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est quand même vraiment fascinante. Et il y a plusieurs chercheurs qui travaillent là-dessus. D'ailleurs, un chercheur que je connais de la région de Victoria, qui faisait partie d'un programme où qui ont vraiment cartographié là, cette région-là du système solaire pour en découvrir le plus. Et il m'a déjà dit qu'à peu près la moitié des objets transneptuniens avaient été découverts par des Canadiens. Donc, une belle expertise canadienne dont on entend très peu parler parce que ce n'est pas des gros objets, ce n'est pas des nouvelles planètes. Mais il y en a beaucoup qui ont été découverts par une équipe justement beaucoup basée à Victoria et Vancouver. Maintenant, si on regarde les astéroïdes, dans le fond, ce sont des petits objets plus petits que des planètes naines et à ce moment-là, ça a une forme quelconque.
Donc, c'est des grosses roches dans l'espace. Je n'irai pas dans les détails, là, mais c'est vraiment ça. Une grosse roche, on en voit différentes sortes. S'ils ne sont pas à l'échelle, il y a des fois des beaucoup plus petits que d'autres. Il y en a qui font quelques mètres de diamètre, d'autres qui sont quand même des centaines de kilomètres de diamètre. C'est ce qu'on appelle les astéroïdes. Il y en aurait des millions dans le système solaire, surtout dans la ceinture d'astéroïdes, mais pas tous. Certains passent parfois près de la Terre, justement, il y a des orbites qu'on appelle géocroiseurs, donc ils vont croiser l'orbite de la Terre. Donc, il y a beaucoup de programmes justement pour les voir d'avance. Et à ce qu'on sache, il n'y a pas de risque de collision, mais parfois, il y en a qui nous surprennent. La semaine dernière, je crois qu'il y en a un qui a passé près de la Terre, on l'a vu après. C'était pas un gros astéroïde, environ 2 mètres de large, mais qui a passé très, très près de la Terre. On ne l'avait pas vu venir parce qu'il était très petit, justement. Alors, il y en a beaucoup de roches dans l'espace. Ah, et d'ailleurs, je parlais, justement, je vais vous montrer un peu des images des sondes. Là, j'ai mis le lien, là, vous irez le voir après. Il y a une sonde japonaise dans la dernière année qui a atterri sur un astéroïde. Et c'est intéressant de voir là, vraiment la surface de l'astéroïde de proche. Alors, c'est une vidéo qui ne dure pas très longtemps, là, quelques minutes. En fait, je pense que la séquence dure 40 secondes, quelque chose comme ça. Ils l'ont mis en boucle dans cette vidéo-là. Mais vous irez voir, c'est intéressant. Et quand vous parlez d'astéroïdes à vos élèves, c'est le fun de montrer les dernières photos, les dernières nouvelles aussi. Maintenant, les comètes. Et là, je suis curieuse. Il y en a combien d'entre vous qui ont pu voir la comète cet été? Faites-moi signe dans, dans la conversation. La comète cet été, là, juste pour vous montrer, j'aime bien cette photo-là de ma collègue Jennifer West parce qu'on voit la comète ici, pas très brillante, mais vous voyez là, à côté de la Grande Ourse. Donc, on peut voir un peu là, la grosseur qu'elle avait dans le ciel. À l'œil, moi, ça ressemblait à ça. Mais j'habite en campagne, donc j'ai réussi à la voir avec ma famille, les enfants. Tout le monde l'a bien vu, mais juste quand je suis allée à Sherbrooke, déjà avec la lumière de la ville, malheureusement, la pollution lumineuse là, a volé le spectacle pour beaucoup, beaucoup de personnes, surtout que les déplacements étaient moins évidents un peu encore. Mais c'était très beau de la voir. Donc, moi, ça faisait plusieurs années. En fait, la dernière comète visible à l'œil que j'avais vue, c'était en 1997 avec la comète Hale-Bopp. Donc, pour quelqu'un qui s'intéresse en astronomie, bon, je ne regarde pas tant que ça avec des télescopes, mais à l'œil, la dernière fois que j'en avais vu une, c'était il y a 23 ans. Donc, c'est quand même pas si fréquent. Donc, j'espère que vous avez pu la voir. Sinon, malheureusement, je vais vous montrer des belles photos. Bon, merci, Steph. C'est ça, vous l'avez vu en allant à Saint-Jean-Port-Joli, en sortant de la ville de Québec un petit peu, parce que malheureusement, la pollution lumineuse, ça affecte beaucoup. Mais les comètes, c'est quoi? Hein? En fait, comète, le mot, ça veut dire astre chevelu. Parce que la façon qu'on les a découverts, c'était comme ça. Hein? Dans le ciel, il y avait un astre avec une chevelure qui apparaissait. Maintenant, on sait que ce sont des petits objets qui ressemblent un peu à des astéroïdes, sauf qu'ils ont beaucoup de glace. Ce n'est pas juste de la roche, c'est beaucoup de glace. Hein? Et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, dans le fond, les glaces vont changer en gaz. Et à ce moment-là, les gaz vont refléter la lumière du Soleil. La comète a une queue. Et c'est ça qu'on voit. Mais la queue, attention, c'est pas du feu. Et ça, je trouve que dans plusieurs émissions pour enfants, entre autres, des fois, je suis ça avec mes enfants, justement, pour des émissions, je pense même dans les Simpsons, à un moment donné, la comète qu'on voit, là, ça a l'air d'être une boule de feu là, qui se déplace dans le ciel. C'est pas ça du tout. C'est une boule glacée, une boule de neige sale qui se déplace dans le système solaire, mais dans notre ciel, de soir en soir, là, la comète bougeait un petit peu, là, mais de soir en soir, c'était pas facile à voir de comment elle s'était déplacée. Ça a été visible pendant quelques semaines, puis éventuellement, elle n'était plus trop loin dans le système solaire pour qu'on la voit très bien. Parce que le centre de la comète, ça ressemble à ça ici. Et ça, c'est le centre de la comète Chury. Churyumov-Gerasimenko. Gerasimenko. Chury, c'est plus facile. Une comète qui a été visitée par la sonde Rosetta. Et oui, là, je vois les commentaires là-dessus. Justement, la comète Rosetta, il y avait un petit atterrisseur Philae qui est allé sur la comète Chury. Et je viens de penser que j'ai oublié de mettre les liens pour ça, parce que ça a été une belle mission à suivre avec des belles, très, très belles animations. Je vais essayer de penser à les rajouter dans le lien, dans le PowerPoint là, avant de vous l'envoyer. Alors, oui, ça a été très intéressant à suivre là, il y a quelques années. C'est pour ça qu'on peut voir le centre. Mais vous voyez ici le noyau, vous voyez que ça ressemble un peu aux astéroïdes, les photos d'avant, mais il y a quand même des éléments volatiles, dans le fond, qui s'en vont. Vous voyez, là, justement, ça fait ça ici et de loin, mais vu de la Terre, ça ressemble à ça. Très beau. Maintenant, je vais parler des satellites naturels, donc les lunes. Et ça, souvent, là, la définition de base qu'on va voir dans les manuels scolaires, c'est qu'une lune, ça tourne autour d'une planète. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi tourner autour d'une planète naine. Pluton a des lunes. Et ça peut même tourner autour d'astéroïdes. Il y a des astéroïdes qui ont des lunes. Donc, dans le fond, une lune, c'est comme le deuxième niveau d'orbite. On a une lune ou un satellite naturel qui va tourner autour d'un objet qui, lui, va tourner autour du Soleil ou d'une étoile.
Donc, c'est comme le deuxième niveau d'orbite comme ça. Il y en a des centaines dans le système solaire. La plupart des planètes en ont, à part Mercure et Vénus. Mais il y a beaucoup, justement, il y a des astéroïdes qui en ont, des planètes naines, Pluton en a, Eris aussi en a, je me souviens bien. Et il y en a des centaines. Le chiffre exact, moi, personnellement, ce n'est pas des chiffres que je trouve importants à savoir combien de lunes autour de Jupiter parce que ce sont des chiffres qui changent avec le temps. Je crois présentement que celle qui en a le plus, c'est Saturne avec 82 nommés. Mais il y en a probablement d'autres qu'on va découvrir de plus en plus petits aussi. Et bref, est-ce que si on découvrait une lune de cette grosseur-là, on appellerait ça une lune, mais c'est juste un débris? À un moment donné, la définition, encore une fois, ici, on pourrait un peu argumenter. Mais les lunes, les satellites naturels, ce sont certains des objets les plus intéressants du système solaire. Plusieurs sont sphériques, donc ça ressemble à des planètes. Là. Si on voyait cette image-là ici sans savoir c'est quoi ou sans mettre les noms, plusieurs enfants diraient que c'est des planètes. Mais en fait, vous voyez la Terre ici, la grosseur, là, donc vous voyez notre Lune. Mais la plus grande lune du système solaire, c'est ici, c'est Ganymède. Ensuite, Titan, Ganymède qui est une lune de Jupiter, Titan, la plus grande lune de Saturne. Et ces deux-là, en fait, sont même plus grosses que la planète Mercure. Donc, Titan et Ganymède, si elles étaient directement en orbite autour du Soleil, on en parlerait tout le temps, puis on les appellerait des planètes. Mais parce qu'elles tournent autour de planètes, bien peut-être que vous ne les connaissez pas. Donc, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur les planètes quand on enseigne le système solaire, mais vous allez voir, je vais vous parler de beaucoup d'objets inconnus que je trouve personnellement très fascinants. Et une suggestion que j'aurais à faire, c'est si vous faites faire justement une recherche à vos élèves, bien, commencez par rajouter des objets dans la liste, pas juste les planètes. Honnêtement, je trouve Titan et plusieurs des lunes de Jupiter beaucoup plus fascinantes que Mercure, par exemple. Beaucoup de géologie intéressante. Vous allez voir, je vous en parle. Et justement, moi, j'aime bien cette image-là de la Planetary Society, de Not Planets, donc les objets sphériques qui ne sont pas des planètes et pour lesquels on a une image de près. Donc, il y a des sondes qui sont allées visiter, on a des images de près. Et ce sont des très beaux objets. Donc, on voit justement les 4 plus grands satellites de Jupiter. Ici, ceux qu'on peut voir avec des jumelles, c'est ces 4-là. Notre Lune, ceux autour de Saturne, Titan, vous voyez sa grosseur, vous voyez qu'elle a du gaz, justement. Je vais vous parler d'Encelade, un peu, Enceladus en anglais. On en parle dans quelques minutes. Autour d'Uranus, il y en a beaucoup. Neptune avec Triton. Et ici, on a le système de Pluton aussi. Pluton et sa lune, bien, sa plus grande lune, Charon, mais il y en a d'autres petites lunes aussi. Et regardez les astéroïdes ici. Vesta, qui n'est pas complètement sphérique, mais Cérès, qui était considéré comme un astéroïde, mais encore aussi, mais aussi le statut de planète naine, vu qu'elle est sphérique, justement. Donc, ces images-là, ces objets-là sont souvent oubliés, mais sont tellement intéressants. Et c'est pour ça, justement, que je vous parle de quelques-uns plus en détail. Donc, je vous parle un petit peu de Titan, qui est une lune de Saturne, justement la plus grande lune de Saturne, la deuxième plus grande lune du système solaire. C'est la seule lune avec une atmosphère dense. Donc, c'est son atmosphère, en fait, composée surtout d'azote. Même gaz qu'il y a en majorité dans notre atmosphère aussi qu'on respire présentement, c'est surtout de l'azote, notre atmosphère. Ça aussi sur Titan. Et c'est le seul objet connu après la Terre à avoir des liquides à sa surface. Il y a des lacs de méthane. Ça, c'est du gaz naturel, passant du méthane. Et souvent, on enseigne justement le cycle de l'eau sur la Terre, les précipitations, condensation et tout ça. Mais sur Titan, il y aurait un cycle du méthane. Donc, il y aurait des précipitations de méthane qui iraient dans les lacs, les mers, dans le fond, et ça remonterait en nuages et ça retomberait en précipitation. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Il y a des choses fascinantes qui se passent à la surface de Titan. Et les dernières recherches indiquent même qu'il y aurait peut-être un océan d'eau liquide sous la surface. Et ça, dans les dernières années, là, il y a beaucoup de recherches qui se font sur ça. Je vais vous en parler de plusieurs objets où il y aurait peut-être sous la surface de l'eau liquide. Et ça, moi, ça me fascine complètement parce que là, dans le système solaire, on disait parfois, il faut être quand même assez proche du Soleil pour avoir les ondes tempérées, pour avoir peut-être de l'eau liquide, parce que la vie telle qu'on la connaît a besoin d'eau liquide. Donc, on regardait la Terre, Mars aussi, qui semble avoir eu de l'eau liquide dans le passé. Mais là, on parle d'eau liquide, mais très, très loin du Soleil, et sous la surface, parce qu'il y a de la chaleur à l'intérieur de ces lunes-là, d'une certaine façon. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant, là, je trouve, quand on parle des objets intéressants du système solaire. Tout ce qui pourrait avoir de l'eau liquide sous la surface, ça, c'est vraiment fascinant. Mais Titan, justement, elle a été explorée par la sonde Cassini et la petite sonde Huygens, dans le fond, qui était l'atterrisseur
en 2005 et atterri à la surface. Donc ça, c'est une vraie photo de la surface de Titan. Vous voyez vraiment la surface d'un autre monde ici, très, très loin dans le système solaire. Si je me souviens bien, c'est l'image de la surface d'un objet le plus lointain dans le système solaire qu'on a. On a beaucoup d'images de la surface de Mars, par exemple, la Lune, mais là, Titan, c'est le plus lointain. Et ici, c'est une image radar prise par la sonde Cassini en 2016. Et ça, ce serait un lac de méthane. Et ce qui nous fait penser, entre autres, c'est liquide, c'est que cette petite partie-là, ici, bien, vous voyez, ici, on dirait que ça change. Il y a des îles qui apparaissent puis qui disparaissent. Donc, ça semble changer au fil du temps, peut-être avec la quantité, le niveau d'eau, le niveau de méthane qu'il y a dans ce lac-là. Donc, très fascinant, Titan. Et il y a des scientifiques qui se sont, un peu avec des artistes, qui se sont amusés à représenter de quoi ça pourrait avoir l'air si on était là. Donc, ça, c'est une représentation d'artistes de la surface de Titan face à un lac de méthane. Et vous pouvez vous amuser. En fait, on ne peut pas se déplacer à la surface, là, mais comme si à cet endroit-là, on peut regarder tout le tour. Le lien ici, là, vous pourrez vous amuser à aller voir en 3D. C'est beau, c'est le fun d'imaginer ça serait quoi si on était à cette surface, sur cette planète-là. Et Titan, justement, a une atmosphère assez dense, hein, donc on voit quand même le soleil, là, mais ce n'est pas très, très clair, le ciel. Mais ça veut dire qu'il y aurait probablement des nuages. Puis justement, il y aurait comme le ciel ne serait pas noir parce qu'il y a une atmosphère qui diffuse la lumière, justement. Alors, Titan, très intéressante comme lune qui mériterait à être plus connue. Et je vous parle de Pluton aussi, qui, moi, je trouve Pluton complètement fascinante. Là. Peu importe son statut, son nom, que ce soit une planète ou une planète naine, ça ne change rien à l'objet lui-même et c'est très intéressant. Il y a 5 ans, on l'a vu pour la première fois de quoi avait l'air Pluton de près et c'est beau et c'est beaucoup plus diversifié que ce à quoi on s'attendait. On s'attendait un peu à un monde géologiquement mort, dans le sens avec des cratères, qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe à la surface. Mais là, on se rend compte qu'il y a de la glace qui semble remonter de l'intérieur, donc c'est géologiquement actif. Et c'est un monde où il pourrait aussi y avoir un océan d'eau liquide sous la surface parce qu'il y aura assez de chaleur pour ça, finalement, ce qui est un peu... Parce que moi, ça m'a vraiment pris par surprise, je ne m'attendais pas à ça. Et je crois que pour plusieurs scientifiques, c'était le cas. Aussi, je dois avouer que je veux m'informer plus des derniers détails de ça parce que ça me fascine vraiment. Mais c'est intéressant de voir Pluton en détail comme ça. Et justement, je vous montre des images de plus près de sa surface. Ça, ici, on regarde, vous voyez la forme de cœur un peu, là. Alors, on va regarder cette partie-là du cœur, ici. Et ça, on voit qu'il y a de la glace là, qui semble remonter dans le dessous et venir remplir les plaines, puis même remplir des cratères. Donc, il y a comme un côté ici avec une surface plus foncée qui a été exposée aux radiations plus longtemps, dans le fond, qui est plus foncée, comme une vieille surface. Hein. Et là, on a une partie comme plus neuve là, qui s'est refait, dans le fond, qui est montée de l'intérieur, la glace qui est remontée. Donc, vraiment une plaine de glace. Hein. Il y a aussi des montagnes de glace d'eau hautes de 3500 mètres, quand même des bonnes montagnes, considérant la grosseur de la planète, là, la planète naine. C'est très beau à voir aussi, là, le relief de cette planète-là. Et mon image préférée de Pluton, ici, un panorama, dans le fond, c'est la sonde New Horizons, alors qu'elle s'éloignait de Pluton. New Horizons, là, elle n'a pas arrêté à Pluton. Elle s'en allait très, très vite, puis elle a pris plein de photos en passant, puis pris plein de données, puis elle a continué. Elle n'est pas allée en orbite, elle ne s'est pas atterrie, elle a juste passé rapidement. Donc ça, c'était une photo qu'après ça, quand on regardait un peu vers le soleil, justement, on va regarder le relief. C'est super beau. On voit un peu une atmosphère, pas très dense, mais une petite atmosphère aussi. Donc, Pluton, c'est un très bel objet du système solaire qu'on pourrait parler, peu importe qu'elle soit appelée planète ou planète naine, c'est pas grave, c'est un monde très intéressant. Je vous parle aussi de quelques autres objets, quelques lunes. Encelade, la lune de Saturne, c'était la toute petite lune que je vous ai montrée tantôt. Ça a été une surprise par la sonde Cassini parce qu'on a réalisé qu'elle était un monde de glace. Donc, la surface que vous voyez ici, c'est beaucoup de glace. Vous voyez tous les craques d'ailleurs. Hein? Et la sonde Cassini a pris une photo comme de geysers, des endroits où il y a de l'eau salée même qui remonte d'en dessous. Et là, ben, s'il y a de l'eau qui remonte, on se doute qu'il doit y avoir de l'eau salée en dessous. Hein, c'est vraiment, en fait, de l'eau liquide sous la surface. Donc ça, c'est vraiment un endroit qui est extrêmement fascinant dans le système solaire. Une des questions principales que l'humanité se pose, c'est est-ce qu'on est seul dans l'univers? On ne pense peut-être pas qu'il y a de la vie évoluée sous la surface d'Encelade, malgré que ça pourrait, mais même découvrir des petites bactéries, des organismes unicellulaires, donc juste une cellule, ça montrerait que la vie a évolué à 2 endroits différents, juste dans notre système solaire. Et là, ça montre que les possibilités sont immenses partout dans l'univers.
Donc, la recherche de vie, c'est quelque chose qui nous fascine, hein, et c'est très intéressant de le voir. Donc, Encelade, maintenant, c'est rendu un endroit qui étudie beaucoup dans le système solaire parce que c'est fascinant. Même chose, Europe. Hein. Europe, lune de Jupiter, qui est plus grosse, qui est environ la grosseur de notre lune, qui a une surface gelée aussi. Là, on voit les craques comme ça. Ça fait plusieurs années qu'on se doute qu'Europe a aussi de l'eau liquide sous sa surface. Et dans les dernières années, on s'est rendu compte que même Ganymède et Callisto, qui sont d'autres lunes de Jupiter, justement, auraient un océan liquide sous sa surface. Donc, c'est quand même quelque chose qui semble assez commun. C'est sûr qu'on n'est jamais allé les voir directement, mais avec différentes méthodes de recherche, là, les scientifiques semblent nous montrer qu'il y aurait de l'eau liquide. Et il y a des missions qui se parlent justement d'aller sur Europe pour voir est-ce qu'on serait capable de descendre sans contaminer. Il y a ce débat-là éthique-là aussi, mais pour voir qu'est-ce qu'il y aurait dans son océan sur la surface. Je vais juste mentionner ici que je n'ai pas mis les lunes à l'échelle. C'est juste qu'Europe, c'est celle dont on parle le plus quand on parle d'océan sous la surface. Donc, je l'ai mis plus grosse, là, mais en réalité, Ganymède est plus grosse un peu. Et celle-là, ce n'est pas du tout un monde d'eau, mais je voulais vous la montrer parce que Io, la lune de Jupiter, c'est l'inverse, en fait. C'est un des objets qui a le moins d'eau du système solaire, donc justement très différent des autres. C'est l'objet du système solaire le plus actif géologiquement parce qu'il y a plus de 400 volcans actifs, assez impressionnant aussi. Donc, d'autres objets très intéressants à étudier plus, peut-être à justement fouiller avec les élèves au-delà des planètes, mais il y en a d'autres qu'on peut parler aussi. Et là, je vois le temps qui file. J'ai encore des choses à vous montrer, fait que je vais continuer. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Des pistes de discussion possibles avec les élèves, justement, au-delà de la recherche de faire sur la planète, bien, vous pourriez dire, dans le fond, si on veut, vous avez l'argent pour envoyer une sonde n'importe où dans le système solaire, où l'enverriez-vous et pourquoi? Et ça dépend de ce que la sonde veut faire. Dans le fond, si on veut chercher la vie, justement, dans le système solaire, bien, considérant que la vie telle qu'on la connaît a besoin d'eau liquide, où est-ce qu'on l'enverrait? Ce serait quoi les défis? Quelle sorte de sonde qu'on devrait avoir? Si c'est souterrain, si l'océan est sous la surface, comment on pourrait y accéder? Puis là, on parle souvent de possibilités de vie sur d'autres planètes. Mais dans le fond, est-ce que la vie pourrait exister sur des lunes ou des planètes naines? Le film Avatar, justement, c'était ça. Dans le fond, les habitants étaient sur une lune d'une géante gazeuse. Donc, c'est toutes des choses à penser quand on parle de vie ailleurs, ou c'est pas juste de la vie sur des planètes, mais ça pourrait être aussi sur des lunes ou sur des planètes naines. Je vous montre rapidement quelques images des dernières sondes spatiales, en fait, celles qui ont retenu l'attention peut-être dans les dernières années, parce que parfois, quand on cherche des informations sur des planètes, ce n'est pas nécessairement ça qu'on a dans les livres, dans les manuels scolaires. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la liste des missions d'exploration spatiale, Wikipédia a une page là, qui les liste. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne suis même pas au courant de toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous ai mis le lien si vous voulez. Celle qui retient le plus l'attention de ce temps-ci, c'est la sonde Juno, qui est en orbite autour de Jupiter depuis 2016. Donc, c'est une représentation d'artiste, dans le fond, de la sonde devant Jupiter. Et Juno a une orbite très particulière, dans le fond, parce elle a une orbite très allongée, très elliptique. Donc, ça veut dire qu'elle va loin de Jupiter. Et là, elle plonge très, très près de Jupiter et elle repart au loin. Et elle fait ça tous les 53 jours. Et elle va passer par-dessus les pôles, ce qui fait que ça nous donne des vues de Jupiter différentes que ce qu'on voit de la Terre. De la Terre, on voit les bandes, ou avec les autres sondes, jusqu'à maintenant, on a vu beaucoup les bandes nuageuses comme ça, la grande tache rouge. Mais là, la sonde passe très, très près comme du pôle Nord. Et là, elle passe à l'échelle, là, ça serait comme ici à peu près. Là. C'est très, très rapproché et elle continue. Et ça nous donne de magnifiques images. Alors, Jupiter, tel qu'on ne l'avait jamais vu avant, on voit qu'au lieu d'avoir des bandes de nuages avec des... Ben, en fait, il y a plein de tempêtes. Hein, ça, c'est des cyclones, dans le fond. C'est comme des méga ouragans sur Jupiter. La grosse tache rose ici, c'est un méga ouragan aussi. Là. Mais ici, là, ça devient tout mêlé un peu au pôle. Là. Il y a plein de vortex bizarres. Là. C'est vraiment particulier. Une autre image ici, justement, ça reflète le soleil. Donc, vous voyez un peu là, toutes les tempêtes qu'il y a là. C'est très, très beau. Et ça devient pratiquement des œuvres d'art. On dirait des peintures. Et on voit, là, si on prête attention, là, on voit ici des nuages plus hauts parce qu'il y a comme de l'ombre ici. Là. Fait que ça, c'est comme plus haut un peu et ça, c'est plus bas. Et là, vous imaginez, c'est des méga tempêtes et du vent et des nuages, c'est du gaz. C'est tout ça, c'est une atmosphère très, très active. À côté, on a un autre vortex, une tempête, justement, là, qui est très, très beau aussi. Regardez ça, moi, je trouve ça absolument magnifique. C'est vraiment beau comme image.
Et regardez ça, la grande tache rouge qui est, excusez, j'ai juste d'avoir un petit bug ici. La grande tache rouge qu'on voit en orbite, justement, ben, pas en orbite, en fait, qu'elle tourne là, sur elle-même, c'est vraiment beau de la voir comme ça. C'est ça, c'est un méga ouragan qui est là depuis au moins 400 ans, parce que depuis ce temps-là qu'on l'a observé, puis on sait qu'il est là. Donc, c'est assez fascinant. De la météo extrême, là. Des fois, on chiale de la météo sur la Terre, mais c'est rien comparé à ce qu'il y a sur d'autres planètes aussi. Et je vous montre une vidéo. Donc, le périjove, dans le fond, c'est le point de l'orbite de la sonde Juno quand elle passe le plus près de Jupiter, justement. Donc, ça revient aux 53 jours. Et ça nous donne des vidéos assez incroyables. Je vous laisse jouer ici. Je ne crois pas que vous allez entendre la petite musique qui va avec, parce que j'ai oublié de partager mon son. Là, je crois que vous avez la musique. Je trouve que ça vaut la peine de prendre la minute pour le regarder. C'est incroyable comme image. Et là, on voit comme le pôle, je ne sais pas si c'est le pôle nord ou le pôle sud, celui-ci, probablement le sud après. Je ne suis pas complètement certaine. Mais on voit que c'est très différent des bandes de nuages qu'on voit sur le côté. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, prenez le temps de les regarder avec vos élèves. Là, je vous ai mis le lien, justement. Si je reviens en arrière, j'ai mis le lien le site de l'Astronomy Picture of the Day, iPod. Dans le fond, c'est un site qui est beaucoup utilisé en astronomie. Puis quand je cherche des fois les meilleures images de certains objets, je vois sur le site de iPod et ça, à chaque jour, ils mettent une nouvelle image. Donc, souvent, ce sont les plus belles qu'on retrouve là. Donc, justement, si vous voulez plus d'informations sur Juno, c'est sûr que c'est beaucoup en anglais, mais il y a quand même quelques images, là, les belles photos. Je vais envoyer le site où je les ai pris. La page Wikipédia en français de la sonde Juno est très, très bonne. En astronomie, là, Wikipédia, c'est une belle ressource très précise. Je l'utilise très souvent et vous pouvez vous vérifier. Là, souvent, il y a de très bonnes informations. Et justement, là, Astronomy Picture of the Day, si vous recherchez pour Juno ou Jupiter, vous allez avoir certaines des meilleures images là, qui vont ressortir. Donc, ça vaut la peine d'aller fouiller là aussi. On a aussi plusieurs sondes qui vont vers Mars ou qui sont là. Donc, il y a plusieurs sondes qui sont présentement actives à étudier Mars de la NASA, de l'Agence spatiale européenne ou de l'Inde depuis quelques années. On a aussi 3 sondes présentement qui sont en chemin vers Mars, de la NASA, de la Chine et des Émirats arabes unis, première sonde de ces pays-là, vers Mars. Donc, dans le fond, pourquoi il y en a tant que ça présentement? C'est que justement, l'alignement va être parfait. Des sondes sont envoyées tous les 26 mois lors de l'opposition. Dans le fond, c'est quand, comme là, ici, ça, c'est quand la sonde de la NASA a été envoyée. Donc, la Terre était ici, Mars était là. C'était quelques semaines, là, disons que la Terre est rendue ici, Mars est rendu là. Le 13 octobre, ils vont être les deux exactement là, du même côté, dans le fond, à côté de l'autre, c'est ce qu'on appelle l'opposition. Vu de la Terre, dans le fond, Mars est complètement opposé au Soleil. Et finalement, quand la sonde va arriver à Mars, Mars va être ici et la Terre va être rendue là. Donc, dans le fond, ça ne fait pas la ligne droite directement entre les deux parce que tout bouge, mais c'est le chemin le plus efficace pour se rendre vers Mars. Donc, à chaque 26 mois environ, c'est le moment d'envoyer des sondes vers Mars. Et ce cas-ci, il y en a eu 3 qui sont partis. Il était supposé y en avoir une d'Europe aussi qui a été reportée. Donc, il y a beaucoup d'exploration de Mars. C'est fascinant. Je ne connais pas les détails de toutes les missions, mais celle qu'on a beaucoup parlé dans les dernières années, c'est le rover, ou en français, l'astromobile Curiosity de la NASA, qui est à la surface depuis août 2012. Ça, c'est comme un selfie, un égo-portrait. Dans le fond, il y a un bras avec une caméra, mais là, ils ont modifié la photo un peu là, pour faire qu'on ne voit pas trop le bras qui prend la photo. Mais c'est vraiment l'astromobile à la surface de Mars. Et ça fait quand même plusieurs générations d'astromobiles ou de rovers qui envoient vers Mars. En 1997, ils ont envoyé le petit Pathfinder. En 2004, il y a eu 2 jumeaux, dans le fond, Spirit et Opportunity.
Et là, on avait Curiosity. Donc, vous voyez, Curiosity, là, c'est la grosseur d'une auto, une petite auto. C'est quand même beaucoup plus gros que les autres. Vous voyez avec les personnes au centre ici. Et Curiosity prend évidemment de très belles photos de la planète. Ça, je vous ai fait une petite vidéo. La photo elle-même a l'air plutôt ordinaire, mais c'est parce que c'est une mosaïque de 1,8 milliard de pixels. Alors, je suis juste allée sur le site web. Je vous ai montré un peu comment on peut zoomer justement, là, puis voir les détails à la surface. Donc, vous pourrez aller voir, j'ai mis le lien en bas, et c'est fascinant de se promener, puis voir les détails comme ça à la surface de Mars. On peut aller voir au loin aussi, là, on va regarder un peu vers, il y a comme un cratère au loin près des montagnes. Et moi, j'aime bien montrer le paysage. Là, on se croirait dans un désert sur Terre, dans le fond. C'est très similaire aussi à ce que, dans le film Seul sur Mars, là, ça ressemble beaucoup au paysage qu'on voit dans ça. Donc, on va vous reparler plus de Mars. Et oui, là, je vois le commentaire sur la prochaine mission Persévérance avec un mini-hélicoptère qui s'en va présentement vers Mars, la sonde de la NASA. On va vous reparler de tout ça dans le webinaire sur Mars là, plus tard, justement au mois d'octobre. Une autre sonde, c'est vrai, une sonde qui a été envoyée dans les dernières années à la sonde InSight, encore une fois de la NASA, celle-là ne bougeait pas, mais il y a une station météo et vous pouvez aller voir la météo sur Mars. Donc, quand j'ai cliqué sur ce lien-là, là, la date n'avait pas été mise à jour, c'était du 15 août, mais quand même, on voit dans les jours avant, là, le 8 août, il faisait entre moins 93 et moins 18. Et on voit un peu comment la météo change au cours des jours. Et vous pourriez voir même au cours de l'année martienne comment ça change, parce que ça peut monter en été quand même sur Mars. Ça peut passer le 0 degré Celsius même. Donc, c'est intéressant si vous voulez suivre la météo sur Mars. Vous pouvez aller voir moins la température, vous pouvez aller le voir là, puis des graphiques aussi sur la page. C'est intéressant. Donc, si vous voulez aller voir plus, je vais juste parler rapidement de Curiosity, mais il y a d'autres choses en fait, puis on va vous parler de Mars plus en détail lors de notre prochain webinaire aussi. Je vous mentionne rapidement la sonde Cassini à Saturne aussi, qui est terminée, cette sonde-là. Elle est rentrée dans Saturne justement en 2017. C'était la sonde principale, en fait, était de la NASA, mais il y avait le petit atterrisseur Huygens de l'Agence spatiale européenne qui est allé atterrir sur Titan, justement. Et je vous montre rapidement certaines des magnifiques images qui ont été prises par Cassini. Donc, si vous cherchez des belles photos de Saturne, bien, Cassini, c'est un endroit où chercher parce que ça nous a montré Saturne comme on ne l'avait jamais vu, en particulier des prises de vue qu'on ne peut pas voir de la Terre. Alors là, on est vraiment comme une autre perspective. Hein? On imagine le Soleil dans cette direction-là. On voit l'ombre des anneaux sur Saturne, c'est ça, et l'ombre de Saturne sur les anneaux. Donc, juste de s'imaginer autour de la planète et de tourner, c'est tellement beau, Saturne. Ici, moi, celle-là, je l'aime beaucoup. Le Soleil serait comme par en bas ici, et on est vraiment sur le côté des anneaux. Les anneaux sont super minces, seulement quelques dizaines de mètres d'épais. C'est très, très mince. Donc, vous voyez les anneaux ici avec une petite lune. Mais là, on voit l'ombre des anneaux sur Saturne. Donc, les perspectives, là, les jeux d'ombre et de lumière, c'est vraiment beau avec les anneaux comme ça. Ici, on a Titan. Vous voyez Titan, même là, on voit qu'il y a de l'atmosphère. On voit le tour là, qui est un peu... justement, on voit que ce n'est pas une définition nette, avec la petite lune dionée devant Saturne, les anneaux et l'ombre des anneaux. Donc, ça, c'est vraiment Saturne en arrière. Donc, des jeux de lumière, encore une fois, assez intéressants. Ça, je pense que c'est mon image préférée de Cassini. Je vous l'explique rapidement. On est comme au-dessus des anneaux. Donc, les anneaux de Saturne sont très minces, comme je venais de vous dire, mais certains endroits montrent une structure verticale. Le Soleil, il serait comme vers le bas, et vous voyez ici l'ombre de ces structures-là ici. Donc, ici, il y a comme des pics. Je pense que ça peut monter des kilomètres de haut, mais là, c'est particulier. Là. Les anneaux, en général, sont quelques mètres, dizaines de mètres d'épais. Tout d'un coup, il y a des pics de kilomètres de haut. C'est absolument fascinant. Moi, j'adore cette image-là, d'imaginer la structure en 3 dimensions sur les anneaux. C'est vraiment beau. Et ici, on a une petite lune dans les anneaux qui fait des perturbations gravitationnelles. Là, vous voyez, ça déforme les anneaux tout le tour. On peut zoomer aussi dans l'image. Je ne le fais pas ici, mais c'est très beau. Donc, vous pourrez aller voir là, toutes ces belles images-là. Il y en a beaucoup de Saturne et à partir de la sonde Cassini. Ah, et je termine avec elle sur Cassini, dans le fond. Mais là, j'ai d'autres choses à vous montrer. Je me rends compte, j'ai trop parlé. Je m'excuse, je vais dépasser l'heure un petit peu. Il me reste environ 5 minutes. Donc, si vous pouvez rester, bien, tant mieux. Si vous devez y aller, je suis désolée d'avoir dépassé un peu. C'est un gros sujet aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à vous montrer.
Cette image-là, le petit point que vous voyez, peut-être que vous pouvez deviner c'est quoi. Dans le fond, c'est notre planète. C'est la Terre vue par Cassini. On voit comme le côté nuit de Saturne, ses anneaux, et ici, bien, notre planète au loin. J'aime beaucoup toujours voir la Terre vue de loin parce que ça nous fait réfléchir un peu à tout ce qui se passe sur notre planète. Bien, de loin, ça a une perspective vraiment différente. Et voilà, notre planète vue de Saturne. Donc, si vous voulez plus d'informations sur Cassini, encore une fois, les meilleures images, pratiquement toutes les images que je vous ai montrées viennent de ce lien-là. Ici, un long lien, là, mais encore une fois, la page Wikipédia en français est très bonne aussi. Et vous pouvez aller voir différentes photos. J'essaie de vous fournir des ressources aussi, là, où savoir où fouiller. Hein. Quand c'est tout nouveau, l'astronomie, des fois, c'est dur de savoir où fouiller. Mais en sachant le nom des missions, des fois, ça nous aide aussi. Et je voulais terminer, en fait, j'aurais peut-être dû le mettre plus tôt parce que je trouve que c'est un incontournable quand on parle du système solaire. Je voulais vous montrer des objets intéressants, montrer au-delà des planètes, les dernières sondes, mais je crois qu'une activité incontournable à faire, c'est de modéliser le système solaire à l'échelle. Parce que, ben, je vous laisse une minute pour y penser, dans le fond, ces images-là, est-ce que ce sont de bonnes représentations du système solaire? On a différentes façons aussi de représenter le système solaire. C'est pas toujours parfait. En fait, quoi, je prends une gorgée d'eau, pensez-y 15 secondes. Je vois la question de Michel. Est-ce que c'est approprié de dire que Saturne est sur le côté? En fait, ce n'est pas Saturne, c'est Uranus. Donc, j'ai ma planète Terre ici. Mais bon, je vais le faire comme ça. Donc, disons qu'on a le Soleil ici. La plupart des planètes tournent comme ça ou inclinées un petit peu. La Terre est inclinée à 23 degrés. Uranus est incliné à 90 degrés. Donc, souvent, on dit que c'est une planète qui roule sur le côté autour du Soleil. Donc, ce n'est pas Saturne, c'est Uranus. Mais oui, effectivement, ben, il n'y a comme pas de haut ou de bas dans l'espace, mais juste la façon dont elle tourne autour du Soleil. Les autres sont pratiquement, c'est la Terre, là. J'ai les pôles ici, sont inclinés un peu, mais Uranus est incliné de 90 degrés. Donc oui, c'est approprié, mais pour Saturne, pour Uranus et non Saturne. Si on regarde ces images-là, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que ben, soit qu'on met les planètes à l'échelle, donc ici, la grosseur des planètes, les grosseurs sont bonnes par rapport au Soleil, disons, par rapport l'une à l'autre. Hein. Vous voyez aussi les planètes naines, hein, Cérès qui est dans la ceinture d'astéroïdes, puis les autres planètes naines dans la ceinture de Kuiper. Mais les planètes ne sont pas en ligne comme ça, puis les distances ne sont pas rapprochées comme ça non plus. Si on met les orbites à l'échelle, à ce moment-là, on ne voit plus les objets. Donc ça, c'est vraiment les orbites à l'échelle, mais on ne voit plus du tout les objets. Et des fois, on a un entre-deux qui est ni bon ni pour les grosseurs ni pour les distances, mais ça donne une idée à peu près. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est impossible de représenter la grosseur des planètes et les orbites à l'échelle sur une feuille de papier ou sur une diapositive. Donc, il faut faire des modèles. Et ça, je pense que c'est très, très riche à faire pour réaliser à quel point c'est grand le système solaire. Et j'avais fait un webinaire, justement, modéliser le système solaire. C'est dans nos archives sur notre site web. Si vous ne voulez pas écouter 1 heure de webinaire, vous pouvez toujours regarder le PowerPoint aussi et vous allez voir différentes idées là. Mais je vous en montre quelques-unes ici. La version un peu la plus simple ou de base, c'est de reproduire les principaux objets du système solaire à l'échelle pour les grosseurs et les distances. Donc, à ce moment-là, on essaie d'avoir les objets pour les bonnes grosseurs. Donc, déjà là, c'est intéressant d'avoir les grosseurs et ensuite, on les place aux bonnes distances. Vous pouvez trouver des objets de différentes grosseurs et aller les placer aux bonnes distances, mais il faut se préparer à prendre une bonne marche. Si on veut aller jusqu'à Uranus et Neptune, tout dépendant de votre échelle, là, si les objets, on veut les voir, il faut avoir des bonnes distances. Mais ce serait une bonne occasion d'aller à l'extérieur, d'aller prendre une marche autour de l'école, par exemple, si vous voulez faire ça. Différentes façons. En général, on choisit la grosseur qu'on veut pour le Soleil, puis on fait des calculs. Si vos élèves sont assez vieux pour faire les calculs eux-mêmes, allez-y, incorporez des mathématiques dans votre programme, ça serait super intéressant. C'est toutes des questions de proportion. Pour les élèves, dès que vous voulez les habituer, par exemple, à utiliser Excel, à faire les équations dans Excel, si vous êtes à l'aise avec ça, ça serait riche aussi parce qu'à ce moment-là, ben, on prend les vraies données, on met notre ratio, un peu l'équation qu'on veut et on a vous pourriez faire comme à chaque fois qu'on rentre le Soleil, une grosseur qu'on veut pour le Soleil, ça calcule toutes les autres planètes à l'échelle, par exemple. Donc, c'est très intéressant si vous voulez aller jusque-là. Si vous ne voulez pas faire les maths, on a un calculateur sur notre site web. Voici le lien, je vous montre rapidement dans une minute.
Et il y a aussi l'activité du planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal qui a déjà fait les calculs pour une grosseur spécifique de soleil. Je ne me souviens plus, mais je sais que la marche est environ 1 kilomètre jusqu'à Pluton. Ça fait quand même un bout que cette activité-là est en ligne. C'était quand Pluton est encore une planète, mais on peut très bien l'inclure encore ou parler pas juste de Pluton, mais de la ceinture de Kuiper à ce moment-là aussi. Sur notre site web, si vous y allez, dans le fond, vous allez voir qu'il faut choisir la grosseur du soleil. Et là, vous pouvez soit la rentrer, le diamètre que vous voulez en millimètres, mais vous pouvez choisir dans la liste d'objets ici, c'est une liste qui est déroulante où on a plein d'objets que vous pouvez sélectionner. Donc, si j'ai dit, je veux le soleil à la taille d'un autobus, et là, ça calcule tout le diamètre des autres objets, ainsi qu'à peu près, on a mis des objets là environ. C'est un nouvel outil qu'on a sur notre site web. Donc, si vous l'utilisez et vous remarquez des problèmes, gênez-vous pas pour nous le dire ou qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui pourrait l'améliorer. On serait heureux d'avoir des suggestions. Et ensuite, vous avez la distance du Soleil en kilomètres. Donc, ici, le Mars, on est déjà à 2 km, puis la ceinture de Kuiper, on serait à 52 km. On n'ira pas jusque-là en le marchant, mais j'ai quand même pris un autobus pour le Soleil. C'est très, très gros. Et une deuxième partie sur notre site web, c'est que vous pouvez centrer sur votre école, par exemple. Donc, moi, j'habite à Thetford Mines. J'ai centré sur l'école secondaire à Thetford Mines. Et on voit les orbites des planètes. L'envers, ce serait la Terre, ça me dit ici. Et la Terre, Mars, Jupiter. Et là, Jupiter, là, c'est même déjà, ça englobe la ville au complet. Donc, assez rapidement, on se rend compte que c'est très gros. D'autres idées, ça, c'est une activité ici où les distances sont correctes, mais pas les grandeurs des objets. Mais ici, ils ont même respecté les directions aujourd'hui. Cette activité-là est en anglais seulement, mais c'est très, très riche comme activité parce qu'on peut vraiment placer où les objets sont dans le système solaire aujourd'hui. On prend les mesures d'angle avec tout ça. Et il y a plusieurs choses qu'on peut déduire à partir de ça. J'aimerais beaucoup la faire avec des profs dans des congrès éventuellement, là, dans des formations en personne, mais on va attendre que la pandémie se calme un peu. Et vous pouvez aussi modéliser juste les grosseurs, sans faire les distances, là, puis amener vos objets à différents endroits là, en prenant votre marche. Vous pouvez faire différents objets. On avait une activité avec la pâte à modeler qui est très, très percutante. Quand on le fait, là, même quand je l'ai fait la première fois, là, on prend 3 livres de pâte à modeler puis on la divise et on se rend compte que Jupiter et Saturne prennent pratiquement tout puis qu'à la fin, il reste des miettes pour les plus petites planètes. C'est très révélateur comme activité. Et je vous donne ici des ressources variées. J'ai passé vite un petit peu à la fin. En anglais, je vous encourage fortement à le faire, le système solaire à l'échelle. Même si c'est en plus petit ou que même si les grosseurs ne sont pas complètement respectées, au moins pour voir les distances, c'est assez riche. Hein. Mais il y a une vidéo en anglais, le Solar System to Scale, qui est vraiment beau, qui ont fait le système solaire à l'échelle dans le désert du Nevada, je me souviens bien, c'est très bien fait. Et je voulais vous mentionner aussi qu'encore une fois, notre programme Astro à la maison au printemps, on avait fait plusieurs épisodes sur différents sujets du système solaire. Donc, allez voir sur notre site web, fouiller dans toutes les présentations. Il y en a plusieurs sur le système solaire, différents objets, Mars, les planètes. En tout cas, il y a différents épisodes. Et j'avais aussi justement une introduction à Stellarium là, lors du 15 avril. C'est sûr que le ciel de ce moment-là ne sera pas le même qu'ici, mais j'explique qu'aujourd'hui, mais j'explique les différentes fonctions du logiciel. Alors, je termine en vous disant quelques points importants, je crois, sur le système solaire. C'est que, il est beaucoup plus grand que vous l'imaginez et ça vaut la peine de faire des modèles à l'échelle pour réaliser à quel point c'est grand. C'est beaucoup plus que le Soleil et les planètes. Et certains objets méconnus, dans le fond, sont les plus intéressants et je trouve que ça vaut la peine de les inclure dans notre enseignement, justement, du système solaire. Et finalement, les objets du système solaire sont très variés et c'est beau. Il y a des surfaces variées. Je vous ai montré des belles images de la surface Mars, Jupiter. Il y a des surfaces différentes gazeuses. Il y a des mondes glacés. Il y a des météos extrêmes. Donc, c'est intéressant même de regarder ça avec nos élèves et de discuter des différentes surfaces. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi? Imaginez juste de faire un projet d'art. S'imaginer à la surface, qu'est-ce qu'on verrait? C'est très, très intéressant aussi de faire ça. Alors, sur ce, je termine ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je me suis rendu compte que j'ai parlé beaucoup. Peut-être que je vais adapter un petit peu ma version en anglais demain. Mais merci. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse courriel que vous voyez là, ça vient à moi. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux et on va avoir d'autres informations. On développe beaucoup de ressources en arrière-plan présentement, donc on va en mettre sur notre site web. Donc, peut-être assurez-vous d'être abonné à notre infolettre si vous voulez être tenu au courant des nouvelles de nos nouvelles ressources. D'ailleurs, une que je vais faire dans les prochains jours, c'est un article de blog sur la comète qui a été visible cet été
parler un peu plus des comètes et qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec cette comète-là. Donc, voilà. J'espère être en ligne dans les prochains jours. Si vous avez des questions, que vous êtes encore là, ça me ferait plaisir de les prendre. Je vous remercie beaucoup de merci beaucoup, mais merci à vous. Merci d'avoir été là. Ben, merci beaucoup tout le monde. C'est le fun de savoir que vous me suivez comme ça. Je vais, dès que j'accède à l'enregistrement, souvent ça prend quelques heures, donc ça se peut que ça aille à demain. Je vais vous envoyer l'accès, le lien vers l'enregistrement et le PowerPoint aussi. Donc, vous pourrez l'utiliser là, sans problème. Donc, je crois que je vais arrêter l'enregistrement aussi. Ceux qui sont en ligne, si vous voulez rester quelques minutes, vous avez des questions, là, je vais attendre un petit peu avant de quitter, mais tous ceux qui ont écouté l'enregistrement jusqu'à la fin, bien, merci beaucoup.